Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Je suis très heureuse de vous accompagner jusqu'à 9h30 pour ce dimanche 12 octobre. Nous serons ensemble avec toutes les rubriques habituelles du dimanche matin, à commencer par le sport. On va faire un gros plan sur le sport aujourd'hui. On reviendra sur cette belle qualification donc des Verts. Nous sommes très heureux en tout cas de les voir partir, bien sûr. J'allais même dire partir en finale. Bon, Inch'Allah, un jour peut-être, pourquoi pas. On en parlera avec Riyad Belkhadim dans sa rubrique sport aujourd'hui. Il reviendra sur cette belle journée, avec bien entendu les résultats des reportages et surtout de belles images consacrées à cette victoire. Et puis nous aurons également Flabnour dans sa rubrique aussi sur l'actualité de l'immigration, notre immigration. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur cette date historique du 17 octobre 1961, un gros plan aussi sur cette date. Elle reviendra sur une actualité, sur tous les événements qui vont justement précéder cette date et surtout comment ça va se préparer. Bien entendu, elle reviendra aussi sur d'autres actualités concernant notre communauté établie à l'étranger. Et puis, Samira aussi sera parmi nous dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle aussi, elle reviendra sur une actualité aussi très importante, bien entendu, avec le document historique de 1743 à la Grande Mosquée d'Alger. En tout cas, un beau document à nous faire découvrir ce matin. Et puis, bien entendu, on restera dans le domaine du patrimoine avec le retour aussi du Festival national de la création féminine. C'est sa 10e édition. On est très content de le revoir, donc, ce festival, avec bien entendu le Grand Sud qui sera à l'honneur avec l'artisanat, les bijoux, le savoir-faire bien sûr de toute cette région. Tout sera dit à travers bien entendu la commissaire qui sera sur notre plateau. Et puis une belle campagne aussi, donc c'est Octobre Rose. Tout le monde s'y met, même les étudiants de la CEPA, l'association donc des jeunes pharmaciens étudiants en pharmacie. Ils reviendront pour nous parler d'une campagne aussi qui a débuté le premier, et c'est une campagne de sensibilisation sur les maladies féminines, bien sûr, à l'occasion de Octobre Rose. Et puis, un tout dernier né, c'est un livre sur les contes et lieux du Tassili Najer. L'autrice sera parmi nous. Elle vient nous parler de sa passion, parce qu'elle est passionnée par tout ce qui est contes et surtout livres pour enfants. Elle vient nous présenter un livre de coloriage et surtout les contes dédiés aussi au Sud. Ça tombe bien. On rejoint bien sûr la thématique d'aujourd'hui. Eh bien, sans plus tarder, je vais vous mettre dans l'ambiance avec une belle chanson dédiée à l'équipe nationale. On se retrouve juste après avec Riyad Belkhadim. نحب ليل كل ماتش الناس في الغناية تتحضر، نحب نشوف اللاعبين داخلين بالخضر شحال، نحب نسمع قسما بيها نتأثر، نحب نشوف عالمي الفوق في البرازيل حاضر، نحب نغني نحب نسيبوتي نحب بلادي، نحب الوالي نحب نديفيلي نحب الالجيري، نحب نغني نحب نسيبوتي نحب بلادي، نحب الوالي نحب نديفيلي نحب الالجيري، نحب المصغر كي يشوف فيا ويقول لي نود، نحب الكورة في الشقة ونديرو الهود، نحب الوان بلادي وجمهور كله ينادي حيا الجزائر فيفا الجيري. Oui, ça fait toujours plaisir de voir bien sûr la joie, bien sûr au niveau donc des gradins, les supporters et surtout les joueurs aussi qui étaient ravis, contents pour faire plaisir surtout au public algérien. Eh bien, tout de suite, c'est la rubrique de Riyad Belkhadim. Bonjour Riyad. Bonjour. Comment ça va? Pas besoin de jingle aujourd'hui. Pas besoin de jingle. Ah si. Coupe du Monde, qualification. Coupe Allez, du on va monde. la faire plaisir. Allez, Jingle. oui, tout à fait. Allez, on en jingle. parle juste après. Alors,
Riyad, c'était une journée, donc une très belle journée. On a tous suivi le match, pratiquement. Bon, la plupart ont suivi le match, tous les fervents ou pas. En tout cas, ils ont regardé, ils ont voulu. Quand il y a qualification Coupe du Monde, il n'y a pas que les fans, hein, tout le monde regarde ou presque. Et la fièvre, hein, depuis jeudi soir, elle ne retombe pas. 12 ans, rendez-vous compte. 12 ans depuis que l'Algérie n'est pas dans le Gotha mondial du football, c'est-à-dire la Coupe du Monde, depuis le Brésil. C'était en 2014 avec cette qualification, souvenez-vous, historique, et ce but de Slimani qui nous propulse en huitième de finale face à l'Allemagne. Encore un match historique. Pourquoi pas revivre, voire même faire mieux. Et pour faire mieux, il faut se qualifier en Coupe du Monde. Voilà pourquoi l'exploit est énorme. Les médisants disent que c'est plus facile de se qualifier parce que maintenant il y a 9 nations, voire peut-être même 10 avec les barragistes qui peuvent prendre une 10e place. C'est beau pour l'Afrique d'avoir 4 places en plus pour la Coupe du Monde. Bien sûr. C'était attendu quelque part puisque on avait juste un point à récupérer. C'était attendu vu la hiérarchie. La Somalie était déjà éliminée, mais il ne faut pas minimiser cette qualification haut la main de l'Algérie. Surtout l'Algérie était bien classée, on avait quand même des points. Voilà. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas minimiser? Parce que cette qualification, elle est d'autant plus belle qu'il y a des grandes nations du foot africain qui sont passées à la trappe. Le Nigeria n'ira pas à la Coupe du Monde, le Mali n'ira pas à la Coupe du Monde. Donc il faut savourer, il ne faut pas bouder notre plaisir. Et je vous l'ai dit, la fièvre ne retombe pas puisqu'il va y avoir après Oran, qui a fait la fête toute la nuit, jeudi jusqu'aux premières heures du matin. Pourtant, vendredi, tout le monde dort. Hein. Mais il y a eu la fête. Tizi Ouzou, c'est bientôt, c'est mardi. Il y a Tizi qui a pris l'habitude maintenant d'accueillir la sélection nationale. Les Verts qu'on a vus sur ce magnifique clip. Alors je ne sais pas qui c'est qui chantait, Friklan. Oui, Friklan, tout à fait. Bravo, Riyad. Et le public de Tizi et le stade aime l'équipe nationale et surtout cette équipe adore le nouveau stade de Hossein Ait Ahmed qui est un bijou, il faut le dire. Hein. J'ai eu le plaisir de commenter dans ce match. Il y a une ambiance, il y a une aura, il y a des familles, beaucoup de voilà. Quand on regarde, on a l'impression c'est un stade du monde. C'est magnifique. Et là, je reste persuadé que la fête va encore se répéter parce que la sélection maintenant elle est qualifiée, donc tout le monde a droit à la fête, et puis ils vont pas voir les joueurs pendant un bout de temps. Il va y avoir normalement il y a une date FIFA en novembre, donc il va y avoir quelques matchs amicaux, et puis il faudra attendre jusqu'à mars pour une autre date FIFA pour les matchs de préparation. Bien sûr, il va y avoir la Coupe d'Afrique au milieu, mais les supporters verront leur équipe à la télévision, donc ils vont en profiter. Je crois que c'est sold out, comme on dit en anglais. Tous les tickets ont été vendus. En une heure, tous les tickets ont été vendus. C'est incroyable. C'est plus qu'une finale. Alors on va regarder quelques images après la fin du match à Oran pour imaginer déjà, d'ailleurs pendant tout le match, on va parler un peu de... Voilà, ça c'est les images du stade Miloud Hadfi, superbe stade olympique, le stade de l'ouverture. Les joueurs sont heureux. Vous imaginez une légende comme Riyad Mahrez qui a manqué la qualification face au Cameroun, Mandi 107 sélections, Mahrez 105 sélections, et le jeune, le Mazouzi, comme on dit, Maza, qui lui va jouer sa première Coupe du Monde. Il y a de belles histoires qui s'écrivent. C'est historique. Petite anecdote, Mahrez qui répondait aux journalistes quand on lui a dit est-ce que tu vas jouer la Coupe du Monde 2030 après 2026, il leur a dit mais faut pas exagérer, je vais déjà jouer celle-là, je suis pas Cristiano Ronaldo, parce que Ronaldo il en a fait même jusqu'à 39 ans, et ça ce sont de magnifiques histoires. Regardez la joie du stade magnifique. Hein. C'est qu'ils ont de la chance, c'est qu'ils vont faire une Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Voilà. Il va y avoir d'abord un tournoi continental où c'est la première fois que Petkovic va avoir son groupe pendant un mois. On espère aller le plus loin dans la compétition. On ne va pas leur mettre la pression. D'ailleurs, le président ministre des Sports, Walid Sadi, lui aussi n'a pas mis la barre très haut. Je pense que les objectifs en Coupe d'Afrique des Nations, c'est passer le premier tour, ce qu'on n'a pas réussi à faire pendant les 2 précédentes éditions, c'est-à-dire après l'Égypte. Donc déjà, vaincre le signe indien, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire l'Ashkumun, quoi. Et passer ce premier tour. Après, c'est des matchs à élimination directe. Après, l'appétit, comme disait Feu Jamal Boukercha, l'appétit vient en mangeant. C'est des matchs à élimination directe. On va essayer de jouer match. On a déjà vécu ça. Donc, plus on en arrivait, plus on en voulait encore. Et le plus important, c'est que Petkovic va
peut-être faire son équipe pour le mondial pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que vivre ensemble pendant un mois, dans un tournoi fermé, comme on dit, ça peut permettre à une équipe de naître. Je vous rappelle, 2019, en Égypte, c'est après le titre africain que la grande équipe nationale est née. Les Belamri, Bounjah, Belaili, Mandi, Boulhi et j'en passe sont nés ce jour-là. Alors les Algériens suivent de très près l'évolution bien sûr de l'équipe, suivent de très près aussi les joueurs un par un. Alors pour pas tarder, on va d'abord écouter la réaction des joueurs et notamment ce joueur qui a beaucoup pleuré après le Cameroun et qui a pris une revanche sur le sort, c'est le capitaine, Mandi. Oui. Ah, alhamdoulilah, c'est de la joie, c'est beaucoup de joie. On attend ça depuis le mondial 2014. On est passé par beaucoup d'épreuves, par beaucoup de moments difficiles. Donc, se qualifier comme ça à la maison, sur un beau score, sur un bon match, c'est que du bonheur, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, franchement, je pense qu'on mérite sur l'ensemble. Ça n'a pas été facile, c'est jamais facile de se qualifier en Coupe du Monde. Mais maintenant, alhamdoulilah, on y est et il faut savourer. Ah, public magnifique, voilà. Incroyable l'ambiance aujourd'hui. Et de toute façon, tous les matchs où on joue en Algérie, on est super heureux parce qu'on sait qu'ils vont être tous derrière nous. Et alhamdoulilah, on l'a fait. Même s'il y a 75 équipes en Coupe du Monde, il faut y aller, il faut le faire, il faut se qualifier. On l'a fait avec cette génération. Inch'Allah, maintenant, il faut préparer la Coupe d'Afrique. Il a été bien, on a eu 0 défaite, 1 contre la Guinée. Mais alhamdoulilah, on est passé. On est très content, alhamdoulilah. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Et on espère rendre le peuple fier encore, Inch'Allah. Je suis vraiment content, le peuple, ils ont mérité tout ça et alhamdoulilah, on va faire bien, Inch'Allah. Alhamdoulilah, je suis très content que le coach m'a fait confiance pour me laisser jouer titulaire. Et j'espère que j'ai fait un bon match et Inch'Allah, on va continuer comme ça. Alors on voit tous ces joueurs que tout le monde connaît maintenant. Franchement, les images sont superbes. Belaili qui revient dans son jardin à Oran parce qu'il a remis un maillot du MC. Belaili, c'est la star là. Il a remis un maillot du MC Oran après pour leur dire je sais que je suis chez moi. Il voulait rentrer dans ce match, il est rentré, bon il n'a pas pu marquer, etc. Et puis belle image, il ramène Mandi parce que Mandi était parti voir les joueurs. Après... Mandi est très apprécié. Hein. Très apprécié. Très apprécié. Il dit c'est le sage, le calme. Tout à fait. Voilà. En fait, je trouve que c'est justice parce que l'Algérie et l'équipe nationale retrouvent enfin sa vraie place. L'Algérie, pour moi, en tout cas au vu des 15 dernières années, l'Algérie doit être au mondial à chaque fois. Donc là, c'était un concours de circonstances. Le Cameroun, le football est beau parce qu'il est incertain. C'est pour ça que le Cameroun, on les avait battus à l'aller et puis on se fait accrocher en quelques minutes. Le football, il est parfois ingrat. Terrible et c'est triste, quelquefois. C'est pour ça le football génère des émotions extraordinaires, que ce soit dans la joie ou dans la tristesse. Là, c'est la joie. On ne va pas bouder notre plaisir. Et je vous le dis, mardi, il faudra, mardi 17h. Hein, oui, 17h. Face à l'Ouganda. Et là, l'importance du match, elle est que Petkovic, il va avoir un match de préparation en plus. C'est tout bénef pour lui parce qu'il est déjà qualifié. Donc on va avoir des joueurs. Il n'y a pas d'enjeu véritable. Il n'y a aucun enjeu. Ça va être la fête et il va injecter de nouveaux joueurs. Kebal, le joueur du FC Paris que tout le monde veut voir, qui est un technicien hors pair. Il y a peut-être Lucas Zidane, le fils de Zinedine parce qu'il s'appelle Zinedine, Luka Zidane. Peut-être qu'il va rentrer, peut-être qu'il va offrir une mi-temps à Zidane, une mi-temps à Benbout. Alors beaucoup l'ont suivi aussi sur les réseaux sociaux et lui aussi a affiché sa joie en disant qu'il était très fier. Sa joie, sa fierté, la fierté de ses parents, de ses beaux-parents, ça n'a pas beaucoup plu outre-Manche. Certains ont même tiré à boulet rouge sur lui, sur son papa, parce que qui dit père dit fils. C'est clair. Et lui, peut-être, qui sait, pourquoi pas, un jour, peut-être qu'il sera sélectionneur national un jour. Qui sait. En tout cas, l'histoire est belle. La télévision algérienne va rester au taquet. On va suivre cette sélection. On va être supporté par la joie des supporters qui vont aller jusqu'en juillet prochain. Alors, la Coupe du Monde, vous le savez, ça se passera... oui, dans 3 nations, en fait. Canada, Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Oui, mais comme il y a beaucoup de... Estados Unidos, on va le dire en espagnol. Au Mexique. Et Canada et Mexico. Voilà, Mexique. Ça, c'est les côtes, ils sont déjà qualifiés. Alors, en Océanie, on a
c'est la confédération AFC, l'Australie, le Japon, la Jordanie, ça c'est pour l'Asie, l'Ouzbékistan, la République de Corée et nos frères de la République islamique d'Iran sont déjà qualifiés. Nous, on a rejoint nos frères égyptiens et tunisiens, qualifiés également. Et puis, le CONMEBOL, c'est l'Amérique du Sud, avec l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay et l'Uruguay déjà qualifiés. L'Europe, personne n'est encore qualifié. On va attendre ce mardi et peut-être novembre pour voir les qualifiés. Pour l'instant, aucune nation n'est encore assurée d'avoir décroché son ticket. Et puis, il y a la Nouvelle-Zélande qui est qualifiée au mondial. Vous voyez, donc l'Algérie, elle est déjà en pole position. Voilà. Elle est tranquille. Elle est tranquille. Nous sommes tranquilles, nous sommes rassurés. 48 nations, c'est quand même important, c'est une première parce qu'on était habitué à ce qu'en Coupe du Monde, il y en ait 24, 32. Mais là, c'est vraiment... La FIFA fait évoluer beaucoup de tournois et notamment la Coupe du Monde qui est probablement, après les Jeux Olympiques, le plus grand tournoi sportif du monde. C'est ça. Il y a eu une très très belle organisation chez nos frères qataris. Même s'il y a eu beaucoup de détracteurs, la réponse du Qatar, elle était cinglante. Superbe organisation, magnifique. Ils ont mis les petits plats dans les grands. Ils ont beaucoup financé ce tournoi. Là, ça sera... C'est pourquoi il y a 3 nations. Hein. Là, c'est sur 3 nations, c'est énorme. Beaucoup d'argent. On va suivre, on va voir certainement au cours de cette saison sur Canal, la préparation de l'équipe. Peut-être qu'il y aura des contingents de supporters qui vont pouvoir partir. Alors, on ne sait pas. Un tirage au sort du groupe de l'Algérie en Coupe du Monde, ce sera en décembre. On verra si on joue au Canada, si on joue aux États-Unis ou si on joue au Mexique. Mais avouez que c'est grisant. Avouez que c'est grisant d'aller jouer cette Coupe du Monde. On a déjà vu au Mexique la Coupe du Monde. C'était beau aussi. Au Mexique, vous parlez du Mexique, j'espère qu'on va retrouver le Brésil, pourquoi pas jouer contre la Seleção, pourquoi pas jouer la France, pourquoi pas battre la France, c'est magnifique, ce serait une belle histoire. Tout à fait. En tout cas, de belles informations, ça donne envie de rester bien attentif pour la journée donc, du mardi. Mardi 17h, stade de Tizi Ouzou. Mardi 14, 17h au stade bien sûr de Tizi Ouzou. Tout à fait. Merci Riyad pour toutes ces infos. Excellente journée. À toi aussi, excellente journée. Et puis on te laisse bien sûr apprécier encore une fois ces rythmes avec la joie, encore une fois, des artistes qui se font un plaisir de travailler sur de nouvelles chansons pour les sportifs algériens. Ils ont beaucoup travaillé à Halwa Shabab, ils ont fait une spéciale qualification en Coupe du Monde. C'était superbe. Hein. Très bien. Riyad, on te laisse travailler. Eh bien, on se retrouve juste après.
retour sur le plateau. Ben, j'espère que ça vous a bien réveillé en tout cas, ça vous a mis dans l'ambiance. Nous, on reprend donc notre émission avec nos invités, les rubriques. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir Samira aussi avec nous pour nous parler de patrimoine, continuer dans sa rubrique Écume et patrimoine, de parler d'une thématique et surtout d'une actualité qu'elle va nous délivrer dans un tout petit moment. Samira, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Très bien, très bien. Dans un moment, on va débattre, n'est-ce pas? On va débattre d'un document qui a été offert à Jamaa El Jazair, la grande mosquée d'Alger, et qui a toute son importance pour l'histoire de la marine algérienne à partir du XVIe siècle. Pardon. Très bien. Voilà. Dans un moment, on va en parler. On va présenter notre invité aussi. C'est le commissaire du Festival national de la création féminine, un festival qu'on aime tellement dans notre émission parce que ça nous rappelle encore une fois notre richesse patrimoniale et surtout le savoir-faire de la femme algérienne, n'est-ce pas? Absolument. Alors, je rappelle, vous êtes Sidi Ali Ben Marabat. Ça fait la deuxième année que vous organisez ce festival. Absolument. On le connaît depuis déjà 10 ans. Oui, c'est la 10e année. Tout à fait. C'est la 10e année. En fait, ça fait 2 années que j'ai repris donc le festival. L'année dernière, nous avons abordé le sujet du costume et du bijou. Oui. Voilà, c'était quand même une priorité. Oui. Et cette année, nous rendons hommage à la femme du Sud. Voilà, la femme du Sud, le savoir-faire de la femme du Sud, et surtout, encore une fois, aller vers le Grand Sud, qui est une source intarissable pour ce qui est de la création. Surtout que ce sont des femmes qui sont toujours gardiennes du savoir-faire, de beaucoup de valeurs, et dont on aimerait bien les mettre en valeur, et sans tomber, comme je l'ai toujours dit, dans le côté folklorique. Bien sûr, heureusement. On reste quand même sur le côté académique. Et les mettre en valeur réellement, raconter une histoire. Tout à fait. Alors, ça va se dérouler donc du 18 au 24. C'est dans un lieu magnifique, le grand musée donc de l'Afrique, la Villa Boulkine, qui a toute une histoire déjà, n'est-ce pas? Alors, Villa Boulkine qui s'appelait avant Raht el-Dey. Voilà, de son vrai nom, Raht el-Dey. C'est ça. Vous devinez déjà le lieu. Le calme. Ah oui, puis magique, un lieu vraiment magique. Tout à fait, tout à fait. Sa maison du week-end, la maison là où il se reposait Hussein Dey. Oui, Son quartier s'appelle Hussein Dey. Et sa fille, apparemment, sa fille habitait. Oui, une fille, ça. Il l'a offert à sa fille. Tout à fait. Un très beau lieu qui va abriter des conférences, des expositions, de très belles choses. Alors, il y a un programme très riche. Quand je l'ai parcouru hier, donc c'est vraiment, ça donne envie. On a essayé de toucher un peu déjà toutes les régions, donc on est arrivé quand même pratiquement à une vingtaine de wilayas du Sud, du Grand Sud, donc les ports du désert jusqu'à l'extrême Sud. Toutes les régions. Et montrer la diversité aussi de ces femmes, que ce soit dans la photographie, dans l'art plastique, le tissage. Dans le tissage et la variété du tissage. D'une région à une autre, il y a une variété extraordinaire. La poterie, on en parlait tout à l'heure justement, la poterie d'Adrar, de Tamantet, exactement, qui est particulière de par sa couleur et de par la texture. On disait tout à l'heure avec Samira, avec le crayon, enfin la mine de crayon en fait. Tout à fait. Elle est noircie. On en parlait. Exactement. Et puis nous avons aussi des success stories. En fait, cette fois-ci, on va parler justement de femmes qui ont réussi leur projet au Sud. Donc c'est quand même important de leur rendre hommage. C'est de l'entrepreneuriat carrément. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, l'artisanat, le savoir-faire doit passer par un manager pour pouvoir être vu, être exporté. Et surtout, ça devient aujourd'hui de l'artisanat d'art. Absolument. D'où la formation dans les masterclass du e-commerce. Justement, c'est une priorité. Savoir se mettre au niveau des réseaux déjà, savoir vendre le produit, savoir communiquer. Parce que souvent, ce sont des femmes qui restent dans un milieu très très local. Donc, elles n'ont pas moyen de communiquer. Donc là, on va les suivre, on va les former justement à communiquer et apprendre à communiquer à travers, ça peut être les enfants, la famille, des amis. Donc il y a tout un suivi qui va se faire pendant cette semaine. Parce que beaucoup aussi, on en fait peut-être un commerce équitable aussi, quelquefois. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est autre chose. Beaucoup de femmes donc s'affirment et sortent aussi de leur coquille pour pouvoir aussi montrer et montrer leur savoir-faire carrément. Il va y avoir aussi de belles rencontres autour donc des pigments naturels. Ça encore une fois, une formation. Justement, une formation. Masterclass aussi sur la teinture naturelle, justement. Et oui, tout à fait. Donc les masterclass, on a varié. Il y a aussi la création de bijoux Touareg. Donc ça va être une formatrice d'Alger qui s'est formée à Tamanrasset, donc qui a vécu dans le sud et qui maintenant forme et
éventuellement est en train de préparer un ouvrage sur les bijoux Touareg. Est-ce que tu te rappelles qu'à Taman Rasset, il y a le quartier des Ma'almines de Soro? Oui, absolument. C'est là où on retrouve tous les artisans, les fabricants de bijoux. Exactement. En général, c'est des hommes, moi, pour avoir été dans ce quartier, où il y a de nombreux ateliers. Je sais pas plus de la fabrication, le bijou à la base, c'est des hommes. Ça a toujours été des hommes. Et maintenant, c'est les femmes qui commencent un peu à c'est intéressant. Surtout, c'est sur sable, hein, même si c'est extraordinaire. Absolument. Et puis c'est souvent du manuel. Hein. C'est du manuel. C'est des heures de travail hein, sur une pièce. Donc on va remettre un peu en avant ça. Nous avons aussi des formations de la broderie de Tougoult, qui est aussi particulière. Oui, très jolie. Exactement. On ramène l'école de formation professionnelle de Et là, la laine est teinte justement avec des produits naturels. Justement. Donc on a fait à peu près 5 masterclass. Chacune a un peu une relation avec l'autre, et puis on termine avec le e-commerce justement pour arriver à les former dans la communication. Il y aura les contes aussi qui seront au rendez-vous. Absolument, absolument. On a mis les conteuses pour les enfants. Pas que pour les enfants, je le dis toujours, parce que le conte raconte, ce n'est pas juste une histoire, c'est quand même, il y a toujours une leçon à retirer, il y a toujours un sens, une moralité, il y a un sens. Et l'oralité au sud est quand même importante. Très forte. D'ailleurs, on en a la preuve. Il y a une dame qui va venir dans un moment, notre invitée, qui en a écrit un très bel ouvrage consacré au conte et qui va nous raconter son vécu aussi à Taman Rasset et au Tassili Nadir plus précisément. Voilà. Sinon, on va aussi parler donc des expositions. Il va y avoir aussi de belles expositions. Oui, tout à fait. On a créé ce qu'on appelle les ateliers vivants. Oui. En fait, c'est les femmes en action. Parce que c'est juste, j'ai pas voulu faire un marché. Voilà, tout simplement. Je me suis dit, les femmes, on doit les voir travailler. Quand on voit une femme travailler, on donne plus de valeur à la chose qu'on a l'habitude d'acheter en boutique, qui nous paraît banale, alors que c'est des heures de travail. Donc, on a mis des femmes en action pour pouvoir voir un peu leur savoir-faire, aussi partager leur savoir-faire. On a aussi invité les concept stores. Voilà. Alors, pourquoi les concept stores? Justement, des produits du Sud, d'une part, et les mettre en relation. C'est-à-dire que pourquoi pas, ces femmes que nous allons ramener pourront tisser des liens et travailler justement avec... parce que l'objectif quand même aussi c'est de la vente, c'est de les faire connaître aussi. Et tout ça c'est pour la conservation. Et la conservation subvenir à leurs besoins, tout à fait. Et devenir indépendante également. Absolument, et bien entendu valoriser notre produit algérien. C'est une économie culturelle, comme je dis. C'est une économie culturelle. Et il faut aller dans ce sens-là. Tout à fait. Attirer le touriste, c'est comme ça qu'on arrive aussi à aller... De qualité, tout à fait. J'insiste toujours là-dessus. Tout à fait. J'ai toujours pas, c'est la frontière entre le folklore et quand on veut faire c'est très très limité, donc on essaie de ne pas... très pointilleux. Très bien. Alors, la galerie d'art aussi qui est importante. Très importante. On a réuni quand même des plasticiennes du désert, des photographes. Et il y a aussi des photographes une photographe de Tizouzou qui nous présente en fait des portraits de femmes du Sud. Donc j'ai voulu vraiment avoir cette liaison aussi entre les deux régions. Essayer de travailler aussi ensemble, pourquoi pas. Bien sûr. Et développer en fait, parce qu'on est, après tout, comme j'aurais dit, il faut pas créer de frontières. Je voulais pas en fait briser parce que tout le monde me disait bon si on fait que le Sud, non, j'aurais dit j'ai envie aussi de montrer que on est une seule nation, on travaille tous ensemble. Un hommage à la femme du Sud, mais qui peut être rendu aussi par d'autres femmes. Alors le costume aussi traditionnel sera mis à l'honneur à travers bien sûr le tissu, bien sûr. Le tissage. Voilà, le tissage. Pas que le tapis, mais aussi du tissu. Les cuirs aussi. Absolument, puis il y aura même du design cuir, des meubles en cuir aussi qui seront... La bourrellerie aussi pour ce qui est donc, des chameaux. Absolument. Et des designers aussi, des créateurs, des maisons de couture qui seront là pour réinterpréter le costume du Sud. C'est un défi qu'on a lancé, il y aura même un concours des jeunes créateurs. C'est beau, hein, c'est complexe. C'est tout un... Tout à fait, c'est un travail d'équipe. Surtout, c'est un travail d'équipe, comme je le dis toujours, et j'espère qu'on Et puis j'ai salué parce qu'ils font partie des... ils ne sont pas les seuls, que ce soit en Kabylie ou dans le désert, et ils continuent à porter la tenue traditionnelle
pour tous les jours, c'est-à-dire quotidiennement. Tout à fait. Je trouve ça que ce soit le bazan pour les hommes ou les tissernes pour Samira connaît tout ça parce qu'elle y a longtemps séjourné dans le Sud et a travaillé dans le Sud et elle est une fervente amoureuse, bien sûr, de tout ce qui est culture, patrimoine du Sud. Parce qu'ils ont conservé, c'est très bien, même la culture, les codes, la position de la femme est très importante dans la société. On a pu voir la poterie de Tamantit, grise, c'est magnifique aussi. Voilà. Brillante. Tout à fait, brillante. Et puis parler aussi donc de ces conférences aussi thématiques importantes. Oui, alors les conférences, ça reste quand même priorité, ça sera donc pratiquement tous les jours. On va parler donc de la conservation donc, de l'IMSAD, du Tindi, quand même c'est une priorité. C'est tenu par les femmes surtout. Surtout. C'est une tradition absolument féminine depuis toujours. Et on a la chance aussi d'avoir le Hassani avec nous de la région de Tindouf qui seront là aussi pour nous parler un peu de leur culture et de tout ce Oui, vous avez fait appel justement à de nombreuses associations locales qui valorisent leur patrimoine. Absolument, parce que le Sud déjà travaille beaucoup en association. Tout à fait. Travaille beaucoup en association. Donc on a eu la chance d'avoir de bons contacts aussi à travers aussi les maisons de jeunes, de culture. La direction de culture aussi de chaque wilaya, avec qui on a pris contact. Donc c'est un travail quand même, je veux dire, depuis plus de 6 mois. Voilà, que l'équipe est dessus, surtout que je salue et je remercie. Et donc on a réussi à trouver, je voulais dire, entre parenthèses, des pépites. Je dis bien des pépites, parce qu'on ne voulait pas ramener ce qu'on a l'habitude de voir. Ce n'était pas l'objectif non plus. Il y a même une femme de Nama qui est spécialisée dans les huiles essentielles. Voilà, donc on essaie de toucher un peu tous les secteurs économique. Non, franchement, en lisant le dossier de presse, ça nous a vraiment donné envie de venir voir l'expo. Et on y viendra, on fera donc des reportages, peut-être qu'on aura aussi des invités pour pouvoir les mettre à l'honneur également, à notre façon aussi, n'est-ce pas? Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, on rappelle que l'événement, c'est du 18 au 23 octobre, ça va se dérouler... au 24, pardon, 24 octobre, ça va se dérouler exclusivement au Grand Musée donc, de l'Afrique, mais il va y avoir d'autres lieux aussi. Oui, alors, ils vont se dépasser aussi. Oui, on est en train de discuter avec la direction de la culture de la wilaya d'Alger, puisqu'il y a le Palais du Dey aussi, qui est toujours à Hussein-Dey. On est en train de préparer, en fait, on va organiser un après-midi pour les enfants, où il y aura justement spectacle de contes, de marionnettes, mais marionnettes toujours avec des contes et légendes du Sud. Et de la musique, bien sûr, du Sud. Et exceptionnellement, on va aussi se déplacer vers l'école des non-voyants. Parce qu'au niveau logistique, c'est un peu compliqué de les ramener. Donc, pour leur rendre justement un spectacle. C'est super. Il faut de contes, de chants. Voilà, on passera peut-être quelques heures avec eux. Ça va faire travailler leur imaginaire, surtout. C'est très important. Absolument. On reçoit aussi les autistes et les trisomiques. C'est important, ils ont aussi, comme je dis, c'est un droit à la culture pour tout citoyen algérien. Voilà, mais en tout cas bravo pour toute cette présentation. On y sera, on en reparlera bien entendu au moment voulu. Vous allez rester avec nous, vous allez suivre la rubrique de notre amie Samira, n'est-ce pas? Samira aujourd'hui qui va mettre une actualité importante, remettre une actualité importante au niveau de la marine, c'est cela. On voit tout de suite, on en part tout de suite après cela. Un document rare, n'est-ce pas, Samira? Un document rare qui date de 1743. Donc on est au XVIIIe siècle. J'ai choisi les événements du XVIIIe siècle. Alors quel événement? Des événements qui ont découlé d'un document qui a été offert par l'ambassade de Norvège, donc le royaume de Norvège, à l'Algérie. Tout récemment? Récemment, début du mois, je pense le 1er ou le 2 octobre, il a été offert au recteur. Donc c'est passé entre l'ambassadeur et le recteur de la Grande Mosquée. J'arrive pas à dire Jama al-Jazair et Grande Mosquée d'Alger, Jama al-Jazair. Donc l'événement a eu lieu à Jama al-Jazair puisque le document a été offert à Al-Jama al-Jazair qui dispose d'une très belle bibliothèque, d'un grand musée pour les manuscrits. Et ce document est simplement une lettre. Donc elle date de 1743, elle est destinée au roi de Norvège. Mais bon, à l'époque, c'était plutôt
un royaume dano-norvégien. C'était le Danemark-Norvège. Et la Norvège, tout voilà, à fait. Qui se sont séparés. Alliance, parfois, donc, pendant un siècle, c'était dano-norvégien et le siècle d'après, c'était juste la Norvège et le Danemark. Ensuite, il y avait encore des alliances. Bref, voilà. Alors, ce document, c'est quoi? C'est une lettre qui raconte un incident maritime qui a eu lieu. Donc, c'est daté. On va voir les images défiler. Ce document est une lettre qui raconte donc cet incident maritime où la marine algérienne, donc les bateaux, les corsaires algériens, ont arrêté un bateau dano-norvégien qui transportait des sardines. Alors, pourquoi il a été arrêté et pourquoi il a été donc intercepté et ramené, donc équipage et marchandises à Alger, dans le port d'Alger, parce qu'il n'avait pas de passeport méditerranéen. D'accord. Voilà. Donc, ce passeport méditerranéen a toute son importance. Tous les navires, tous les bateaux qui passaient dans la Méditerranée voulaient passer, quel que soit le pays, que ce soit les États-Unis, les pays européens en général. Tous ceux qui voulaient passer en territoire méditerranéen, enfin dans la mer, par la mer méditerranéenne, devaient avoir un passeport. S'affranchir d'un passeport. Et c'était logique, en fait. Donc les lois commençaient déjà bientôt au niveau de la marine algérienne. Donc ce passeport était important. Il était, je ne sais pas dans quelle matière il était fabriqué, mais il était composé de deux parties. Donc une partie était détenue par la marine algérienne et l'autre partie était détenue par le pays. Et dans chaque pays, il y avait un bureau pour les passeports méditerranéens algériens. D'accord. Mon stylo vient de tomber. C'est le bruit qu'on a attendu. D'accord. Donc il fallait disposer. Si on ne disposait pas de ce passeport, on se retrouvait avec beaucoup de problèmes avec le Dey d'Alger à l'époque, c'était Ibrahim Khoja. Donc cet incident, il est passé très très bien. Donc le Dey a pardonné, l'équipage a été libéré. Très bien. Mais donc c'était en 1743. 3 ans plus tard, il va y avoir un traité de paix avec le royaume dano-norvégien entre l'Algérie et ce royaume. Et ça va permettre l'installation d'un consul. Ce consul va être le premier consul, donc Ludovic. Le consul Ludovic va s'installer à Alger. Il ne va pas simplement jouer le rôle de diplomate, il va jouer aussi le rôle d'agent commercial. Et faire son possible, et parce qu'on le sait, il y a eu un échange de correspondance, ça a été édité en livre plus tard. Il va tout faire pour maintenir de bonnes relations avec Alger. Il n'est pas le seul, parce qu'il va raconter tout l'environnement qu'il y avait à l'époque. Donc, moi, ça s'est déroulé jusqu'à près 1830. Mais moi, j'ai choisi pour les images juste le XVIIIe siècle, donc à partir de 1743 jusqu'à la fin du siècle. Ça nous raconte comment était Alger, comment les relations étaient et comment surtout la puissance. Oui, la puissance, la diplomatie aussi. De la diplomatie et de la marine algérienne. Quand pour certains disaient qu'il n'y avait pas. À travers la Méditerranée. J'ai aussi retrouvé ce livre qui est sorti il y a très longtemps. Les gens de Barbaresque. Les gens de Barbaresque, c'est le consul d'Angleterre qui a rédigé. C'est les notes en fait du consul d'Angleterre à l'époque, pour te dire que c'était bien avant 1830. Il y avait énormément de consuls. Il y avait énormément de représentations diplomatiques je pense, de tous les pays à Alger. Il y avait même la vallée des consuls qui était en périphérie d'Alger. Et donc, la basse Casbah, il y avait une rue qui s'appelait, elle n'existe plus maintenant, elle a été détruite après 1830, qui s'appelait la rue des consuls. Donc, où tous les consuls avaient des bureaux. Pourquoi ils avaient leurs bureaux là-bas, près du port? C'était à cause des marchandises. Personne ne pouvait circuler dans la Méditerranée sans ce passeport. Et ce passeport, pour l'avoir, il fallait négocier des taxes. Et ces taxes, de passage, parfois n'étaient pas le montant n'était pas très élevé, mais il fallait donner des choses à Alger. Ça pouvait être donc du matériel de construction, des habits pour les janissaires, ça pouvait être du goudron, ça pouvait être du matériel militaire, ça pouvait être de la faïence aussi. En tout cas, il y avait un échange qui se faisait. Mais ce ne sont pas les Algériens. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, aussi, on apprend que le terme, par exemple, pirate, parce qu'il y a une différence entre corsaires et pirates. Les pirates, les premiers qui ont commencé, c'était bien les pays européens. On le sait parce que, d'abord, c'est mentionné ici, c'est un Anglais qui le dit, et les corsaires sont arrivés justement parce qu'il y avait déjà cette course. Et ils ont pris
Voilà, ils l'ont prise en marche, bien sûr. Voilà, ils ont pris le train en marche et ils ont imposé tout ça. Alors, cette lettre, elle est importante, elle est symbolique parce que ça raconte toutes les relations, en fait, la relation qu'on a eue, que l'Algérie a eue avec le royaume dano-norvégien et le Danemark aussi, et la Norvège plus tard, jusqu'à. En tout cas, c'est un beau document qui a été remis à l'Algérie, donc voilà. Ça enrichit notre bibliothèque et surtout la bibliothèque de la grande mosquée Jamal Jazair. C'est important aussi pour tous ceux qui font un travail donc, de recherche, ils pourront accéder à ces documents. Alors, pourquoi c'est important? Nous avons besoin de récolter tout ce genre de documents parce que quand il y a eu la colonisation française, beaucoup de choses ont été détruites et beaucoup de choses ont été emportées. Donc, ça nous permet aussi de nous renseigner. Il n'y a pas que. Donc, c'est une documentation norvégienne. Ça nous sort de la documentation coloniale. Quand on a plusieurs sources maintenant, voilà. Et au fur et à mesure, et puis ça alimente chaque nos fois, archives donc, aussi, on a l'occasion d'en parler. Voilà, merci. De rappeler aussi la position d'Alger à partir à l'époque. 1800 et 1700, tout à fait. Exactement. C'est en tout cas un régal. Merci beaucoup, Samira, pour cette belle information. Ça nous enrichit encore une fois, comme je l'ai dit. Et peut-être rappeler aussi que l'ENAC avait édité 2 ouvrages, entre autres les lettres de correspondance. C'est pas ces images étaient passées tout à l'heure. Les correspondances du consul, mais aussi un ouvrage qui a été fait par le directeur donc un historien scandinave. Qui raconte donc tout le contexte et c'est disponible en librairie. Parfait. Voilà. Merci Samira, on se retrouve demain. Inch'Allah. Inch'Allah, avec encore une fois la rubrique Écume et Patrimoine. On revient à vous juste pour rappeler aussi encore une fois l'événement, la 10e édition du Festival national de la création féminine. On va voir quelques images pour nous donner envie. On y va à travers ces belles images d'artisanat et on se retrouve juste après. مهما طال الزمان ما نفوتوش في تقاليد جدودنا من لباس وحلي وهمه وشان على خاطر كل خيط تربط ببرة وكل دقة طبطبت فوق فضة تمثل روح الوطن اللي عايشين فيه تمثل كل عائلة كل زنقة كل ولاية وكل جزائري يفتخر بتاريخه. الجزائر بحد ذاتها كنز كونك فخور انك تحميه. Le spot. Voilà, un très beau spot en tout cas consacré à cette édition. C'était l'édition de l'année dernière. Voilà, la 9e qui nous donne envie en tout cas d'aller vers la 10e. Merci beaucoup Monsieur Ben Marabot. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes le commissaire donc, de ce festival. En tout cas, de belles choses à voir. Absolument, ne ratez pas à partir du 18. Voilà, merci encore à vous deux. Et puis on vous laisse repartir. Je vous invite à suivre justement le reportage qu'a réalisé pour nous Samira. Il y a quelques temps, c'était le musée donc, de la Marine, le musée maritime. On regarde, c'est très intéressant, c'est beau à voir et aller visiter. On se retrouve juste après. Niché au creux de l'amirauté d'Alger et bercé dans les bras des forces navales, le musée maritime national est un bijou d'architecture et d'histoire. Il est le symbole de toute la puissance et de l'étendue de la défense d'El Mahrousa à travers des siècles d'histoire. Son histoire est l'histoire du premier port d'Alger, de la jetée édifiée par Khaireddin Barberousse, ce guerrier qui a terrassé les forces navales commandées par le capitaine de Navarre. Voici le récit de cet édifice classé monument national et universel. L'édification des voûtes Khaireddin, nous avons des écrits, des sources qui parlent qui datent l'édification en 1814. Mais quand on observe les techniques de construction, les matériaux et les différentes voûtes qu'il y a au sein de cet édifice, on déduit que peut-être il y a eu 2 étapes de construction, une précédente qui a précédé l'autre. Donc la première, elle est constituée d'une succession de 2 voûtes d'arêtes jumelées qui reposent sur un pilier central, construites pour la plupart en briques de terre cuite. Par contre, la deuxième série de voûtes, c'est une seule voûte, un seul arc
de 6 mètres de largeur et de 9 mètres de hauteur qui repose sur 4 piliers latéraux. Et là, par contre, le matériau qui domine est des blocs de taillés de la période romaine. Les voûtes Rialdine n'ont pas livré tous leurs secrets. Tant de choses restent à découvrir, à faire pour que ce monument nous révèle l'étendue de sa richesse historique et archéologique. Sous nos pieds, il y a sûrement des choses à fouiller, oui. On dit que c'était les entrepôts, qu'on entreposait des matériaux de construction ici. Peut-être que s'il y a des sondages et des fouilles, on pourra confirmer ou avoir d'autres hypothèses. La conquête française a dénaturé l'architecture originelle. Elle a apporté son lot de déformations et les traces restent encore visibles à nos jours. Dès 1830, donc dès l'occupation d'Alger, l'amirauté d'Alger est aussi, on s'accapare du site défensif le plus important d'El Jazeera. Donc l'armée française s'installe, occupe les lieux d'après les plans qu'on a réussi à avoir, l'armée française a occupé les lieux et a transformé cet édifice, les voûtes Rialdine. On suppose que c'était un dortoir pour l'infanterie militaire. Et pour preuve, on a la construction des fours que vous avez vus, les 4 fours assez importants, avec un foyer assez important qui très probablement permettait de cuire le pain et la nourriture pour les militaires. Des objets inestimables sont entreposés dans l'espace réservé aux expositions temporaires. Pour la plupart, il s'agit de donations, notamment par la Marine nationale, ou encore des trouvailles miraculeuses offertes par des citoyens. Des objets qui proviennent de la part de l'amirauté, les forces navales. C'est des colonnes en marbre, une plaque de fondation de Borj Mabin, c'est un fort qui se trouve à l'amirauté, à l'intérieur de l'amirauté, et des outils de navigation comme un transmetteur de bateaux et des lanternes en métal. Et aussi, on trouve ici la collection de l'épave, le reste de l'épave du bateau Sphinx qui a coulé à Al-Marsa Djambar en 1845. Le musée maritime national est ouvert au public. On peut le visiter et y faire des activités ludiques et pédagogiques à l'intention des enfants. Les enfants, des ateliers pédagogiques au niveau du site. Des ateliers في الديسان bon carrelage pour les visites pour qu'il y ait des procédures à faire des demandes d'écrits pour faire des autorisations d'entrée là les demandes conjointes avec les pièces d'identité les heures de la semaine كامل ندير la semaine من الحد حتى الخميس. De retour sur le plateau, c'est un beau reportage et tout de suite nous allons présenter notre invité, je vous l'ai dit, nous allons parler des contes et surtout de sa passion. C'est une femme formidable qui adore ce qu'elle fait et qui s'en réjouit, n'est-ce pas, Madame Yamina Miri Ait Abdelrahman, c'est ça? Ait Abdelmalek. Voilà, pardon. Bienvenue parmi nous. Bonjour et merci beaucoup, très heureuse d'être avec vous. Comme par hasard, aujourd'hui, on parle beaucoup de contes et du Sud. Oui, j'étais en train de regarder, c'est incroyable. Ça rejoint. Oui, tout à fait. Eh bien, on est content de vous recevoir parce que vous aussi, vous avez beaucoup travaillé justement pour la réalisation de ces ouvrages. D'abord, ça fait longtemps que vous êtes dans le conte. Oui. Et là, ce qui vous réjouit justement, c'est la sortie de ce tout dernier consacré au Tassili Nadjer et surtout un livre de coloriage également, n'est-ce pas? Les deux, je dis toujours que mes ouvrages ont le même arbre généalogique. Voilà. Que ce soit le récit 6 jours sur le plateau du Tassili Nadjer, que ce soit des contes et des lieux du Tassili Nadjer et que ce soit je colorie le Tassili. Donc ils ont les mêmes racines. Tout à fait. Alors je vous avais posé la question, comment êtes-vous en arrivé là? Alors quand on a retracé un petit peu votre cheminement, je sais que vous êtes ingénieur agronome, vous avez aussi fait des études magistères, n'est-ce pas, dans le domaine, et ça vous a poussé à aller plus loin. Bon, les ingénieurs agronomes, moi je les adore, c'est ma famille aussi. Oui, je sais. Donc on est content de se retrouver, n'est-ce pas? Tout à fait. Et on a justement
voulu mettre à l'avant cette passion que vous avez, parce que c'est grâce à cela que vous êtes parti au Tassili Nadjer quelque part, parce que dans vos études, vous avez travaillé sur le lac Ubaïra, un lac aussi très connu, c'est une zone humide encore une fois. Oui, zone humide. Vous avez découvert des espèces magnifiques, vous avez fait carrément un échantillonnage de toutes les espèces végétales dans la région. Oui. Et cela, ça vous a poussé à aller plus loin pour aller retrouver à Tamanrasset ou à Janet des espèces que vous voyez carrément dans certains documents. Et vous vouliez aller les approcher de plus près. Disons que cet amour pour les grands espaces vient de plus loin. Ça vient de ma petite enfance en fait. D'accord. De ma petite enfance parce que je passais mes vacances chez mes grands-parents et la maison était isolée, c'était construit en pierre et en torchis. Je gambadais avec mes cousines, mes grands-parents, la famille. Donc ça vient de très très loin. Et je pense que j'ai fait agronomie aussi. Peut-être pour ça. Pour ça, parce que j'avais cet amour de la nature en fait qui était déjà en moi. Et quand j'ai grandi, je me suis dit je vais faire agronomie. Et ensuite j'ai été directement vers la foresterie et l'écologie. Parce que c'était ça qui m'habitait en fait. C'est clair. C'était la nature, les grands espaces, les fleurs, les animaux. Et aussi, vous avez raison aussi Amel de le préciser, pendant mes études de foresterie, on n'arrêtait pas de nous parler de ces espèces rares qu'il y avait donc dans le parc culturel du Tassili Nadjer. Et donc on nous parlait du cyprès, le fameux cyprès du Tassili unique au monde, l'olivier, le cyprès du Prez, l'olivier de la Périne, enfin beaucoup d'espèces que je voulais absolument voir. Et j'en ai rêvé pendant des années. Et quoi qu'on dise, c'est vrai, dans le sud, il n'y a pas de vie, il n'y a pas, mais finalement, il y a des acacias, il y a des parterres de fleurs une certaine saison. Oui, c'est très vivant, c'est très vivant. La vie est partout en fait. Voilà, et quand on sait qu'il y avait de l'eau aussi dans cette étendue de sable, c'est incroyable, avec ces fameux rochers aussi qui existent. D'ailleurs, nous avons à la Tadrart, dans la vallée d'Injaran, il y a une gravure où il y a des poissons qui sont gravés, que j'ai reproduits dans mon album de coloriage. Tout à fait. Alors justement, on y arrive. Vous avez donc fait de nombreux allers-retours, vous m'avez raconté toute l'histoire. Vous en avez mis du temps pour quand même y aller avec votre mari, mais finalement, vous y avez réussi. Et finalement, vous avez fait un énorme travail d'aller-retour et surtout pour comprendre les choses. Parce que vous avez fait ça pas de manière spontanée, d'une seule traite, etc. Non, du tout. Ça a été mûrement réfléchi, mûrement travaillé. Oui. En fait, j'ai commencé à aller au Tassili en 2008, j'ai commencé par Tamanrasset en 2007. Et quand j'ai découvert cette région, c'est simple, je ne pouvais plus aller ailleurs en fait. J'avais juste une envie, c'est de vraiment connaître tous les coins. Et c'est tellement grand que pour connaître tous les coins, comme vous le dites, il faut faire beaucoup d'allers-retours. Et retour. Et les ouvrages, comment ils sont nés? En fait, au bout de 3-4 ans, j'avais tellement reçu de cette région et de ses habitants que j'avais envie, à mon tour, de donner quelque chose, d'offrir quelque chose et d'apporter quelque chose à la région surtout. Tout à fait. Voilà, vous avez beaucoup appris sur la culture justement du Sud, vous connaissez exactement les contes de la région et vous avez partagé cela avec les locaux, c'est-à-dire les enfants, vous les avez initiés aux contes, vous leur racontez des histoires et pour vous c'est un réel plaisir. Ah oui. Au conte et au coloriage, disons que ça a commencé par le coloriage. Je me suis dit qu'il fallait qu'ils colorient leur patrimoine, notre patrimoine, et patrimoine de l'humanité aussi, puisque l'UNESCO l'a classé en 82, patrimoine de l'humanité. Donc ça a commencé par les ateliers de coloriage, et je voulais commencer par Janet. La première expérience, c'était en 2020. Et le conte est venu en parallèle, disons, que je leur explique un petit peu, je leur raconte les contes. On va parler des illustrations. Là, je suis en train de montrer des images et des photos, donc des dessins plutôt. Les dessins, donc là, c'est la gazelle d'Orcas. Oui, exactement. La gazelle d'Orcas, l'acacia en deuxième plan. C'est donc des espèces endémiques à la région, il faut le souligner, il faut le rappeler. Et tout cela, vous l'expliquez aux enfants. Je l'explique parce que dans les contes, ce que je vous disais hors antenne, dans les contes, j'ai choisi de mettre en scène des animaux, des personnages animaux et des personnages vivants, des personnages plantes, ainsi que des personnages humains. Celle-ci par exemple. Oui. Et du coup, avec ces personnages-là, je mets en scène toute cette richesse faunistique et toute cette richesse floristique
et archéologiques aussi qu'il y a dans la région. Alors cette vieille dame qu'on voit, elle existe véritablement, elle a sa tenue, vous le citiez tout à l'heure? Oui, alors ça c'est la véritable tenue des femmes terguillettes. Parce que ce qu'on voit, le Tessarnes, c'est plutôt importé du Mali, Niger, etc. Oui. Mais ça, c'est la véritable tenue. Et c'est donc Afr et Arbey, comme ils disent. Oui. Et on voit aussi le bijou qu'elle porte. C'est vraiment dans le détail, hein, les illustrations. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Nelia Salah, mon illustratrice, qui est une jeune femme formidable et qui a travaillé minutieusement, qui a travaillé sur la base de mes photos. Ah, ça, c'est beau, ça aussi. Oui, la rose des sables. Oui, la rose des sables et la rose de Jéricho. La rose de Jéricho, qui est une plante endémique, hein, du Sahara central. On voit rouler avec le vent, souvent dans le désert. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est une très belle illustration. Et je la remercie encore une fois parce qu'elle a fait un travail fabuleux. Elle a porté mes contes. En fait, elle a porté mes contes en images. Tout à fait, oui. Alors, il y a beaucoup de photos à l'intérieur, pour ces contes. Il y a des croquis aussi que j'ai fait, de peinture rupestre. Et ce qui vous tenait à cœur, c'était ça, parce que c'est avec ça que vous avez commencé. Alors, vous me le disiez, ce sont de véritables photographies que vous avez importées. C'est-à-dire, vous avez une technique pour ça. Oui. Racontez-nous un petit peu. Alors, la technique, en fait, je vais vous raconter l'histoire de cet album. Vous imaginez bien, au bout de 18 ans de séjour au Tassili, j'ai des milliers de photos et que je regarde de temps en temps, souvent même. Et à un moment, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose avec ces peintures de gravure et peintures rupestres. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un album de coloriage parce que ça va dans le sens de mes objectifs, à savoir la protection, la sensibilisation au patrimoine archéologique et au patrimoine naturel. Donc je me suis dit, il n'y a pas mieux que colorier son patrimoine archéologique. Voilà, alors on voulait montrer justement que ce sont des dessins, alors pour un livre de coloriage, c'est pour ça que c'est donc noir et blanc, donc il n'y a pas de couleur, c'est pour initier les enfants au coloriage et pour reconnaître surtout son patrimoine. C'est-à-dire que ce sont les véritables photos, gravures et dessins que j'ai décalqués grâce à une application, à une tablette particulière, que j'ai décalqué. Donc pour celles et ceux qui vont avoir cet album entre les mains ou qui connaissent, vont reconnaître les gravures et les peintures rupestres. Et j'ai même mis les lieux, hein, le lieu où j'ai pris la photo, le lieu où... Scène de chasse de cheval. Donc les touristes pourront aller sur le terrain, aller au Tassili avec mon album de coloriage et mon livre de contes aussi. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a même 2 légendes dans mon livre de contes. Voilà. Alors, vous l'avez édité à compte d'auteur cette fois-ci. Oui, à compte d'autrice, oui. Puisque vous avez plusieurs contes déjà sur le marché, n'est-ce pas? Dans le livre, il y a 7 contes déjà. Il y en a 7, dont 2 légendes qu'on m'a racontées là-bas, que j'ai romancées un petit peu parce que vous connaissez un petit peu. C'est très fort et c'est très beau en tout cas de pouvoir apprécier. Il faut les apprécier là-bas surtout. Quand on les raconte là-bas, c'est différent. Ils prennent une autre dimension, un autre sens même. Et le dernier conte, c'est La Reine et le Crocodile. Je me suis inspirée là d'une véritable histoire. C'est quand les Français sont arrivés, quand ils ont pu pénétrer le Sahara central, la colonisation française, il y avait encore des crocodiles à Ihrir. Pour les gens qui connaissent la région, Ihrir, il y a un grand oued qui est permanent. Il y avait encore des crocodiles et ils en ont entendu parler et du coup, ils n'avaient qu'une idée, c'était capturer le ou les derniers crocodiles. Donc, ils ont offert une très grosse récompense. Bien sûr, ce n'est pas eux qui allaient se mouiller, c'est le cas de le dire, ou se salir les mains. Donc, ils ont offert une récompense aux Touaregs, aux autochtones, pour pouvoir tuer le dernier. Et le dernier crocodile, du coup, a été chassé, tué en 1924, d'après Malika Hachid, entre 1924 et 1925. Donc je voulais absolument monter un conte autour de ce fait réel, pour plusieurs raisons. Exactement. Pour informer que la faune était très riche, qu'il y avait des crocodiles, et qu'il y a eu cette dégradation aussi coloniale. Il y a eu cette dégradation coloniale qui a torturé et qui a aussi... même les espèces endémiques. Qui a aussi, je trouve plus touché notre patrimoine. Touché la nature, le patrimoine naturel aussi.
Tout à fait, tout à fait. Voilà. En tout cas, on sent votre amour pour ce travail et surtout pour notre patrimoine. Donc, c'est encore une fois rappeler la richesse, rappeler aussi la diversité et surtout donner la chance à tous ceux qui n'ont pas été dans le Sud de comprendre le Sud et de faire peut-être un voyage par la suite. Oui, eh ben, écoutez, pour ceux et celles qui veulent comprendre un petit peu le Sud, c'est l'occasion de lire mes contes, d'acheter mon livre et de colorier aussi, d'apprendre en s'amusant et en coloriant. Et je voudrais insister sur le fait que les contes ne sont pas destinés uniquement aux enfants. Aux enfants, non. Ils sont destinés aussi aux adultes. Il ne faut pas qu'on oublie qu'avant, quand on nous racontait des contes, la famille se réunissait, petits et grands, autour de la personne qui allait raconter les contes. Donc vraiment, c'est destiné, que ce soit l'album de coloriage ou le livre de contes, c'est vraiment destiné aux deux. D'ailleurs, après chaque conte, il y a un glossaire. Tout à fait. J'explique les noms tamahar que j'ai expliqués, que j'ai utilisés. Pour moi, c'était une manière de mettre en avant la culture tamahar, la culture des Touaregs. Et vous l'avez bien fait ce matin avec vos bijoux. Voilà, c'est rendre hommage aussi à la région et savoir-faire donc des artisans donc de la région. Oui, tout à fait, et remercier cette région pour tout ce qu'elle m'a apporté et tout ce qu'elle continue à m'apporter. Tout à fait. Et en tout cas, on est ravis, on a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Dit bonne chance aussi à ces ouvrages, bon courage encore pour vous, pour ce que vous allez continuer à faire. Et puis, on va vous recevoir pour d'autres contes, pourquoi pas. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle. Je peux rajouter quelque chose, Amel, c'est juste que mes ouvrages sont disponibles en librairie. Bien sûr. À Alger, pour l'instant à Alger, ensuite j'irai ailleurs. Et je peux les envoyer par Yalidine aussi. Je suis contactable sur les réseaux sociaux. Très bien. Je peux les envoyer par Yalidine. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle Yamina Miri et Abdelmalek, vous êtes donc notre autrice ce matin et je vous souhaite bonne chance pour tout ce que vous faites. Et merci pour l'invitation et la visibilité que vous me donnez. C'est gentil. À très bientôt. Eh bien, je vous invite tout de suite à continuer ce programme, ce spot concernant le Octobre Rose. On va recevoir justement des étudiants pour en parler juste après. القوة ديالك تبدأ من وعيك. افحصي اليوم تعيشي غدوة في أمان. افحصي. الكشف المبكر يساوي الحياة. افحصي. خطوة صغيرة تسلك حياة كبيرة. افحصي. انت غالية باش تفرطي في صحتك. افحصي. الكشف المبكر أمل ونجاة. افحصي. افحصي وعلى ضحكتك احرصي. افحصي. تغلبيه بالوعي. افحصي. ما تسنيش الأعراض. اعترضي. افحصي. صحتك غالية. ما تهمليهاش. افحصي. حياتك لويز. ما تراهنيهاش. افحصي. أكتوبر ماشي لون. أكتوبر نداء. افحصي. نداء المحلة كأم وكأخت وكفنانة. علاج سرطان الثدي مرحلته صعيبة ومظلمة. الله يشفينا جميعا ويعافينا. ولكن نجدد النداء نتاعي ونقول لك يا بنتي ويا أختي دايما شوفي نفسك ثم عالجيها. وعلى هذا عالجوا نفوسكم وردوا بالكم عليها لأنها أمانة وحياتك غالية. عالجي نفسك من أجلك أنت ومن أجل أيضا الناس اللي يحبوك. حسبي. افحصي. Conseil sage donc de Behia Rachdi qu'on embrasse et puis aussi d'autres personnalités connues de la scène algérienne. Eh bien, on reçoit justement des jeunes filles qui vont nous parler donc de cette manifestation d'Octobre Rose. Octobre Rose avec surtout différentes actions, différentes rencontres autour donc de cette maladie. Les maladies qui
touchent la femme en général. Donc pour nous en parler, nous avons des étudiantes de l'ACEPA, les étudiantes de pharmacie, Amira Azaou. Merci. Bonjour et bienvenue. Merci pour l'accueil, merci, bonjour. Bienvenue, vous êtes en 5e année. Exactement, je suis en 5e année pharmacie. Étudiante, voilà, vous avez bientôt fini, hein, ça y est. Oui, c'est bientôt la fin. Inch'Allah. Elisa Djaha, bonjour. Bonjour, bienvenue. Très ravie d'être parmi vous, merci pour l'accueil. Merci, on est content de vous recevoir. Vous êtes très active tout au long de l'année, hein, parce qu'il n'y a pas qu'octobre, mais beaucoup, tout ce qui est sensibilisation autour des maladies, exactement, des tout campagnes, ce qui est sensibilisation, tout ce qui est la promotion de la santé publique dans notre société. Chaque mois, on a un thème, chaque mois, on a des pathologies, une maladie à en parler. Et pour ce mois d'octobre, on a choisi Octobre en couleur. En couleur. Pas seulement Octobre rose. C'est cela. Car on a choisi plusieurs rubans, dans le ruban jaune qui va parler de l'endométriose, le ruban bleu qui va parler du cancer du col de l'utérus, mais aussi une maladie qui est très fréquente actuellement, qui est le SOPK, donc le syndrome ovarien polykystique. D'accord. Voilà. Et vous avez déjà commencé depuis le premier, et depuis le premier, il y a plusieurs activités. Exactement. Partout, sur tout le territoire, non, presque, hein, on va dire. Mais surtout dans les officines aussi. Oui, exactement. On a essayé de partir, de faire nos sensibilisations dans plusieurs lieux. On est parti déjà dans les centres commerciaux, des pharmacies, même des universités. On était présents, l'USTHB, et ça continue dans les lieux publics. Voilà, aujourd'hui même, on a une journée à l'ESA, aussi à une pharmacie. Genre tellement notre programme il est chargé qu'on arrive à faire, même 2 journées, 2 lieux dans la même journée. Et ce qu'on fait, c'est vrai la sensibilisation, parce qu'on sait que durant le mois d'octobre, il y a Octobre rose. Comme vous voulez faire la vidéo maintenant, qui parle beaucoup plus du cancer du sein. C'est une campagne mondiale, parce que c'est une maladie féminine qui est fréquente et qui est la première cause de décès par cancer chez la femme. Mais nous, comme a bien dit Lisa, on a parlé beaucoup plus, pas que du cancer du sein, mais d'autres maladies féminines qui touchent la femme en général. Vraiment de briser les tabous et d'aller de parler et de faire cette promotion sur la santé féminine, gynécologique. On a tendance à dire Octobre rose. On a cette petite culture qui commence à prendre place dans notre société. On a octobre, on pense à faire le dépistage, on pense à en parler, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il existe d'autres maladies. Et donc voilà, c'est notre rôle. Par exemple, c'est une maladie qui était longtemps méconnue par bon nombre de femmes. Exactement. Voilà. Et toutes nos pathologies, en fait, ils reposent sur un seul point. Notre sensibilisation. Quand on fait une sensibilisation à une maladie, c'est-à-dire si on prend un cancer à part entière, c'est une maladie multifactorielle. C'est une maladie dont il y a des causes qui sont modifiables et des causes qui ne sont pas modifiables, donc la génétique. Et notre rôle ici, c'est d'aller de sensibiliser justement sur ces facteurs qui sont modifiables. Et on parle de l'alimentation équilibrée, de l'activité physique, éviter tout ce qui est sédentarité, tabagisme, etc. Et ces petits gestes qui auront un impact vraiment au quotidien dans la vie. Les perturbateurs endocriniens, là encore une fois, les perturbateurs il y a eu des études sur cela? Oui, il y a on va dire une relation directe entre les perturbateurs endocriniens et l'apparition d'un cancer. De nos jours, donc les perturbateurs endocriniens, on les trouve partout, dans les cosmétiques, les déodorants, les sticks, tout ça. Le maquillage. On l'a toujours dit, il faut éviter de mettre des sticks. C'est des études vraiment avec des chiffres. Oui, avec des chiffres. Donc, on a plus de, on va dire, 45% des cas qui peuvent être juste causés par un perturbateur endocrinien. Et celui-là, il ne se retrouve pas juste en cosmétique, mais aussi même dans les ustensiles qu'on utilise en cuisine. Donc, il faut faire très, très, très attention à ça. Et puis, voilà. Et justement, hier, on a fait notre conférence. Donc, on a parlé sur l'harmonie féminine. On a fait on a fait 3 conférences accompagnées d'ateliers. Donc, on a parlé sur comment faire le dépistage pour un cancer du sein, un atelier sur l'autopalpation. On a parlé aussi sur la relation entre l'alimentation et les cancers. Et justement, l'atelier, c'était comment équilibrer notre assiette et comment privilégier les bons aliments, on va dire antioxydants, pour une alimentation anti-cancer. Et à la fin, on a parlé sur les perturbateurs endocriniens, la fertilité et cancer. Et donc, comme atelier, c'était comment lire les étiquettes des cosmétiques, etc., pour faire attention justement à ces perturbateurs endocriniens. Voilà, et c'est difficile aujourd'hui parce que c'est vrai que
l'offre est très diversifiée sur le marché et bien sûr les jeunes femmes sont tentées et surtout les jeunes filles aujourd'hui sont très tentées par tous ces produits cosmétiques. Justement, c'était ça le sujet. On avait avec nous un expert du domaine qui nous a expliqué. Il y avait plein de questions posées par les filles, les dames qui étaient présentes pour tout ce qui est cosmétique. Et c'était vraiment extraordinaire quand on se rend compte que ces produits ont un impact sur notre santé. C'est vrai. C'est vraiment... Dommage. Ouais. Oui, mais vous avez parlé aussi des tabous aussi qui existent autour de certaines maladies liées à la santé de la femme. Oui, c'est vrai, on en a parlé. Bon, ce qui était hier de notre conférence, c'était beaucoup plus dans le thème de octobre en couleur. Au début, comme on a expliqué, on a parlé du cancer du sein, comment le dépister, puis comment on va prendre soin, c'est beaucoup plus pour éviter ces maladies, que ce soit nutrition, et après vers la fin on a parlé de tout ce qui est produits cosmétiques. Il était là, il aura expliqué comment lire les étiquettes, les produits à favoriser, les produits à éviter. Très bien. On a essayé aussi de briser les tabous sur la partie où aujourd'hui c'est un petit peu tabou de parler sur, on va dire, on a l'endométriose qui est une maladie très répandue chez les jeunes filles actuellement, mais aussi on a le SPOK. C'est le cycle justement menstruel qui se de la femme. On a un saignement qui persiste et tous ces symptômes, des fois les jeunes filles on prend ce sujet-là à la légère, comme c'est très pénible et c'est très dur de vivre avec une endométriose. Et parmi, on va dire, les solutions à adopter, c'est de faire ces changements au quotidien, côté alimentation, côté activité physique, pour justement apaiser la maladie. Tout à fait. Et aussi, on parlait de l'SPOK et la cause qui cause le SOPK, le syndrome ovarien polycystique, qui cause justement la fertilité chez les femmes. Et donc là, c'est un sujet qui est aussi très, on va dire... vraiment important. Voilà, très important et qui est très fréquent dans notre société. Donc, et justement, le SOPK, comment prendre soin de la maladie, c'est la première barrière, c'est une alimentation équilibrée, on va dire IGBA. Parce qu'un SOPK, il ne cause pas juste une fertilité. Il peut être la cause d'un diabète de type 2, la résistance à l'insuline, de surpoids, l'obésité, etc. Donc c'est une maladie qui peut engendrer plein d'autres... En tout cas, vous faites de la sensibilisation, vous expliquez tout ça au niveau des officines, au niveau donc des universités, puisque aujourd'hui d'ailleurs vous avez au niveau de l'officine, c'est ça aujourd'hui? Plus demain? Alors, pour ce qui est de... aujourd'hui, le programme d'enregistrement, ça va être l'ESA. Oui. Et on a aussi une pharmacie. Pour ce qui est demain, on va être au niveau du Citram, le 13. Le 14, au niveau des cités de jeunes filles. Après, on aura... Exactement, voilà. En même temps, on aura aussi une pharmacie. Tout à fait. On ne sait pas si c'est faisable, mais on va essayer de le faire. On veut bien faire une visite à aux femmes cancéreuses. Inch'Allah, on le pourra. Aussi, on a un petit événement qui est Pink Casbah. On veut faire une petite sensibilisation au niveau de la Casbah, en même temps avec des petits ateliers. Très bien. Et pour que ça soit plus interactif, on veut faire une mise en scène pour que ça soit... pour que les gens comprennent mieux, que ça soit pas... Parfait. En tout cas, c'est très riche, comme d'habitude, avec la CEPA. En tout cas, bravo à vous. Merci. On vous dit bon courage. Il y a aussi un événement de fin, de clôture, c'est octobre, la course rose, qui va se dérouler, Inch'Allah, ce 18 octobre, au niveau du stade 5 juillet. Donc, il y aura une course, des activités sportives, mais aussi artistiques, et bien sûr, le dépistage qui sera au rendez-vous. Bravo les filles, vous êtes formidables. Vous avez tout dit en peu de temps pour pouvoir, en tout cas, informer le maximum donc de personnes, les femmes surtout, et puis bien entendu leurs époux, bien sûr, pour les accompagner également. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Je vous invite tout de suite à suivre ces belles images d'Alger. On se retrouve juste après.
De retour, on la retrouve comme chaque dimanche matin, elle est là, nous donner l'actualité et les informations de notre communauté établie à l'étranger, les Algériens du monde, n'est-ce pas? Bonjour Fla. Bonjour Amel, tout à fait. Les Algériens du monde, on l'a expliqué la dernière fois, on va essayer de donner toutes les informations possibles qui concernent notre communauté algérienne à l'étranger. Et comme on est à quelques jours du 17 octobre, donc on va consacrer ce numéro aux événements, au programme des événements, parce que je ne vais pas remplacer Hassan Arabe, je vais laisser le côté historique à notre ami Hassan Arabe. Donc on va revenir sur le programme qui est consacré à cette douloureuse date. Et donc la commémoration du 17 octobre prend une grande place. De plus en plus chaque année. Oui, auprès de notre communauté algérienne à l'étranger. Et donc cette année, le collectif du 17 octobre, comme chaque année d'ailleurs, aussi a concocté un programme qui sera exceptionnel. Et la particularité cette année, c'est qu'ils vont s'adresser aux jeunes. Et donc aux jeunes des lycées français du côté de Colombes, qui vont faire des textes, qui vont lire des textes. Des témoignages surtout. Il va y avoir des témoignages, il va y avoir une marche comme d'habitude aussi. Mais c'est surtout cet intérêt de la transmission auprès des jeunes qui va être, donc on voit là l'affiche qui est consacrée à la mémoire des au collectif du 17 octobre de la banlieue nord-ouest de Paris. Voilà. Et dont le coordinateur est Farid Zarzour, qu'on va écouter dans un moment d'ailleurs. On va peut-être l'écouter si la vidéo est prête. En tout cas, il y a cet aspect de l'intérêt qu'on accorde aux jeunes. Voilà, on va Farid Zarzour. C'est une année encore particulière parce que depuis très longtemps on essaye d'investir toujours un peu plus des jeunes, des élèves. Nous, au collectif du 17 octobre 1961, banlieue nord-ouest, on est convaincus que c'est en entrant dans les écoles, les collèges, les lycées, que l'histoire du 17 octobre sera connue de tous. Cette année, encore une fois, on travaille avec le lycée Guy de Maupassant à Colombes. Guy de Maupassant, un ami de l'Algérie au passage. Et on va travailler avec des élèves de terminale qui ont écrit des textes inspirés de l'histoire du 17 octobre 1961. Alors, il y a plusieurs formes, des textes sous forme de poésie, des textes sous forme de chansons, des textes sous forme de dialogue. Et la particularité, c'est qu'on va avoir une vingtaine d'élèves qui vont venir dire leurs textes, ce qui offre quand même une transmission très très intéressante. Cette année, on met en place une exposition des photos de Monique Hervaux aussi. Ça, c'est très important parce que c'est vraiment l'apprentissage de Monique Hervaux qui nous guide dans notre collectif. Et c'est très 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 important, c'est primordial pour nous. Elle nous a légué une collection de photos qu'elle avait prises dans le bidonville de Nanterre, des photos très fortes qui représentent le quotidien des bidonvilles, sous la neige, avec des situations parfois difficiles. Nous commémorerons bien évidemment ce vendredi 17 octobre 2025, à partir de 18h parvis du 17 octobre 1961 à Colombes, et à 19h nous serons sous le pont de Beson, côté parc de l'île Marante, à Colombes, pour des prises de parole. 30 000 Algériens viennent en famille se rassembler à Paris. En face, 10 000 policiers, CRS et gendarmes mobiles vont réprimer de la manière la plus brutale cette manifestation. Cette année, nous allons nous retrouver, comme d'habitude, au pont de Beson, après une marche déambulatoire depuis le parvis du 17 octobre 1961 jusqu'au pont de Beson, où nous avons inauguré une plaque il y a maintenant 3 ans, et nous comptons évidemment rappeler cette histoire à la jeunesse, à tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce massacre opéré par
le préfet de police Maurice Papon et sa police. Et le nombre de victimes, on se souvient de Jean-Luc Enodi, on se souvient de Monique Hervaux, on se souvient de Saad Absi, de Khalifa Moutarfi, de Abdelkader Rassejbel, des hommes qui nous ont orientés à découvrir cette histoire et à la populariser ici en France, mais aussi ailleurs, et en particulier en Algérie. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine. La répression policière sera... Voilà, ici on noie les Algériens. C'est vrai, ce sont des images très fortes et très dures qui sont rappelées aujourd'hui à la jeune génération. On insiste sur la transmission, c'est aujourd'hui le maître mot, la transmission. Il y a une autre génération de notre communauté des jeunes français d'origine algérienne qui arrivent et qui veulent, qui sont à la recherche parfois d'identité. Et l'histoire est une partie importante de cette identité. Voilà. Kemal Zarzour a fait une belle vidéo d'ailleurs, qui rappelle un petit peu cet événement. Oui, exactement. Là, dans les deux intervenants, c'était Farid Zarzour qui vient de reprendre le flambeau du collectif. Il est coordinateur du collectif du 17 octobre, banlieue nord-ouest. Et on avait aussi juste après le fondateur qui est Chérif Charfi, qui est là depuis plus de 50 ans à se battre et à mener des actions, soit connue. À mener des actions pour que cette date soit connue, que les crimes soient reconnus, surtout. Qu'un hommage soit rendu aux Algériens. Absolument. Bien sûr, et cette année, il va y avoir un hommage rendu à Monique Hervaux. Monique Hervaux, qui est une figure très importante, qui a milité aussi pour faire connaître la vérité. Absolument. Elle a fait un travail de recherche. De ces massacres. Et là, j'ai choisi un extrait fait par notre collègue de la chaîne nationale, où elle donne une information qui est importante, où elle parle de massacres avant même le 17 octobre 1961. C'est-à-dire, elle parle du mois de janvier déjà, qu'on avait commencé déjà en France de tuer les Algériens et de les jeter. C'était bien sûr une attaque au faciès carrément. Je rappelle que Monique Hervaux est enterrée au carré des Martyrs à Alger, qu'elle a la nationalité algérienne et qu'elle a souhaité d'être enterrée en Algérie. On écoute Monique Hervaux. On y va. De 61 janvier, moi j'ai vu la police jeter des Algériens dans la Seine. Ça c'est en janvier. Oui. C'est pas simplement le 17 octobre. C'est ça que moi j'ajoute beaucoup d'importance, c'est que la vie était devenue épouvantable. Moi, j'ai témoigné pour Jean-Luc Enodi quand il a été accusé par Papon d'avoir dit qu'il y avait 300 morts le 17 octobre. Bon, moi j'ai témoigné, Jean-Luc m'a demandé, je le connaissais bien. Bon, le président du tribunal, il a quand même bien dit, c'est un massacre qu'on a fait. C'est pas simplement une répression. Oui, elle est très touchante, Monique Hervaux, à travers donc ce témoignage et surtout tout le travail donc, de recherche et surtout de dénonciation qu'elle a pu faire pour les Algériens. Un hommage sera rendu à cette grande dame et figure du militantisme en France aux côtés des Algériens. Elle a surtout parlé des bidonvilles de Nanterre. Voilà. Et l'exposition. Et vous allez en parler d'ailleurs. Et l'exposition, les photos qui vont être exposées justement le 17 octobre par le collectif du 17 octobre, concernent aussi les photos qu'a pris Monique Hervaux. Voilà. Et en parlant des bidonvilles de Nanterre, au Centre culturel algérien, cette fois-ci, le 16 octobre prochain, il va y avoir une rencontre aussi très attendue et justement, il sera question des bidonvilles de Nanterre et du livre de Louassini
Djemaï. Voilà. Louassini Djemaï qui raconte tout son vécu dans les bidonvilles. Et c'est des témoignages, vous me le disiez tout à l'heure en coulisses, très très forts. Très très fort et puis poignant, je dirais poignant. Et je lirai peut-être un extrait de son livre qui a pour titre Les Poublots des bidonvilles de Nanterre. C'est le titre de son livre où il dit « Quelques décennies plus tard, un de mes frères avait demandé s'il avait plu ce jour-là. Non, c'était une journée d'automne ensoleillée. Cette question m'a obsédée des années. Elle revenait souvent dans ma mémoire. Elle a fini par me convaincre. Il a bien plu cette nuit-là. Il a plu des balles qui ont tué des Algériens. Il a plu de larmes de sang, des foyers où le père ou le mari n'était pas rentré cette nuit-là. Exactement. Ça, c'est un extrait de son livre. Voilà. Je vous laisse peut-être écouter Louassini plutôt Djemaï, qui est un ingénieur, qui est sorti des bidonvilles de Nanterre. Hein. Beaucoup en sont sortis des intellectuels. L'aîné d'une fratrie de 9 enfants. Il avait 9 ans à l'époque. Voilà, on écoute. On écoute Djemaï. Ce qui m'a poussé à écrire ce témoignage, c'est suite à la participation chaque année à la commémoration du 17 octobre 1961. Il y a eu 2 enfants qui ont enrichi effectivement cette commémoration parmi tant d'autres, bien entendu, et qui ont lu un poème. Et ce poème se terminait à chaque fois par « je ne savais pas ». Je ne savais pas. Et cela m'a marqué. J'avais une histoire dans la tête. Je me suis dit, c'est mon devoir aussi de laisser un petit témoignage. C'est un témoignage qui est écrit avec un regard d'enfant. Il est beaucoup écrit par les adultes. Mais j'avais envie de l'écrire. Comme Loudalis Sassi. Voilà, un témoignage aussi très fort également à travers donc ce livre, cet ouvrage qui sera aussi disponible. Absolument. Il va y avoir donc la rencontre, je rappelle, ça sera le 16 octobre à 19h au Centre culturel algérien à Paris. Très bien. Donc n'hésitez pas à aller... On continue avec l'actualité également. Toujours au Centre culturel algérien à Paris, il y a une exposition aussi exceptionnelle qui est prévue, donc qui a pour titre Hors champ. C'est de l'artiste peintre Moustapha Sdjel, qui va donc exposer, des œuvres qui s'interrogent sur les silences et les non-dits de la guerre de libération nationale à travers une démarche artistique épurée. L'artiste met en lumière les aspects les plus douloureux et dramatiques, non pas en les montrant directement, mais en les évoquant. Donc c'est aussi une belle exposition. Donc le vernissage est prévu le 17 octobre. C'est une belle démarche artistique. À 18h30. Encore une fois, pour raconter, pour dénoncer et surtout interpeller le visiteur à comprendre un petit peu cette démarche. Et là, c'est vraiment un petit aperçu du programme. Il y a vraiment un large programme. On en reparlera, n'est-ce pas, avec vous pour le 17, Inch'Allah. Voilà. Un autre programme qui concerne cette fois-ci la Grande Mosquée de Paris. D'accord. Donc la Grande Mosquée de Paris qui prévoit dans 2 jours le prix littéraire, la remise du prix littéraire de la Grande Mosquée, donc qui a encouragé, une initiative à encourager, et qui est prévu le 14 de ce mois, je rappelle. Un autre rendez-vous, la Grande Mosquée, je rappelle, qui prévoit aussi un hommage aux victimes du 17 octobre 61. Autre rendez-vous qui est très coloré, c'est l'exposition de notre ami artiste peintre. On reconnaît tout de suite son travail. Dalil Sassi, qu'on a reçu d'ailleurs plusieurs fois sur ce plateau, et qui cette fois-ci propose à la Grande Mosquée de Paris, au niveau de la Grande Mosquée de Paris, une exposition exceptionnelle. C'est une technique qui est unique au monde, avec des couleurs chatoyantes, insoupçonnées même, je dirais. Donc il part d'une prise de vue et on appelle ça de l'art numérique. C'est ça. Donc il y a plus d'une vingtaine, je crois, d'œuvres
qui expose les belles mosquées à travers le monde. C'est magnifique. Et donc on verra peut-être quelques... Oui, on les a vues déjà, hein, les belles photos. On les a vues, magnifiques photos. On a vu la mosquée de Paris, on a vu le Quds, on a vu un petit peu toutes les grandes mosquées les plus connues colorées avec cette technique numérique, n'est-ce pas, qu'on connaît. On connaît si bien donc le travail de Daly Sassi, et puis on est toujours content de le recevoir et d'entendre parler de lui. Il faudrait souligner que c'est le premier qui a recours à cette technique. Et donc, on verra vraiment des œuvres exceptionnelles au niveau de la Grande Mosquée de Paris. Donc, le vernissage est prévu le 15 de ce mois, donc dans 3 jours. Oui. Et, mercredi. Et ça va être haut en couleur. Très voilà, bien. tout simplement. On terminera avec une actualité, peut-être peut-être qu'on laissera pour la semaine prochaine. On a encore 2 minutes, si vous voulez. Je voulais parler du jeune Bardabou, c'est ça. Oui. Bardabou qui lui a besoin de soutien, tous les Algériens à travers le monde, parce qu'on doit voter pour lui. Ce jeune participe à un concours arabe pour l'innovation. D'ailleurs, il est installé à l'étranger, lui. Il fait partie aussi de la communauté algérienne installée à l'étranger. Et ça concerne le bien-être. On va l'écouter peut-être? On y va. Projet à moi, Vida, c'est un produit que j'ai décidé de lui donner le nom Vida. Il s'agit de la première smartwatch dans le monde entier qu'elle est capable de mesurer les niveaux de la vitamine D et de suivre dans le temps pour pouvoir aider les gens à avoir une bonne santé et plus précisément pour éviter les problèmes liés à des carences de la vitamine D, comme le cas d'une membre de ma famille qui a souffert d'une dépression très grave après donner naissance à son deuxième bébé. Et du coup, c'était l'inspiration pour moi qu'elle m'a aidé à participer dans ce programme-là et qu'elle m'a donné de la force d'être parmi les semi-finalistes. Là, je me retrouve dans une position là où je dois défendre les couleurs de l'Algérie. Mon produit, il est prêt pour être testé. Il ne reste que cette étape. J'espère que les résultats seront comme je le souhaite parce que... Voilà, on le souhaite bonne chance, on est avec lui, on le soutient et on prendra contact, j'espère, très prochainement, j'espère qu'il sera finaliste et surtout on ne l'a pas vu jusqu'au bout, mais il défend les couleurs de l'Algérie, il est fier de porter les couleurs de l'Algérie et il est vraiment motivé pour gagner ce concours. Il faut voter pour lui, voilà. Donc allez-y, voilà. On en reparlera bien entendu. Avant de finir, je voudrais remercier Farid Zarzour et Chérif Cherfi qui quand même... ils sont toujours présents pour nous donner des informations. Merci beaucoup Fla pour votre rubrique Les Algériens, donc l'actualité des Algériens à l'étranger, et on se dit à dimanche prochain, peut-être même le 17 avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis, excellente journée, merci, n'oubliez pas, merci à toute l'équipe bien sûr, et n'oubliez pas, juste après on a donc l'émission de Malimou Sahid, l'instant matin. Au revoir et à demain. Au revoir.